La controverse de Sion de Douglas Reed chapitre 30.1. La bataille décisive. La guerre de 1914 à 1918 fut la première guerre entre nations, par opposition aux armées. Les mains qui la dirigèrent atteignirent chaque foyer de la plupart des pays européens, et ceux de nombreux autres non-européens. C'était une chose nouvelle dans le monde, mais elle avait été prédite par les conspirateurs du communisme et du sionisme. Les protocoles de 1905 disaient que la résistance au plan qui y était exposé rencontrerait une « guerre universelle ». Max Nordau dit en 1903 que l'ambition sioniste en Palestine serait réalisée par « la prochaine guerre mondiale ». Pour que de telles paroles s'accomplissent et acquièrent ainsi le statut de « connaissance étrange » révélée en avance sur l'événement, il fallait que la conspiration prenne le contrôle des gouvernements impliqués afin que leurs mesures de politique nationale, et par conséquent leurs opérations militaires, puissent être détournées pour servir aux fins de la conspiration, et non celles des intérêts nationaux. Le président américain était déjà, c'est-à-dire, depuis 1912, prisonnier de « conseillers secrets », comme on l'a montré, et la description qu'en fit M. Howes, comme dans le roman anonyme et les papiers intimes reconnus, est correcte. Il correspond à l'image donnée antérieurement dans les protocoles. Nous remplaçâmes le souverain par sa caricature en la personne d'un président tiré par nous de la foule et choisi parmi nos créatures et nos esclaves. Cependant, on n'exigea pas de M. Wilson qu'il joue un rôle actif dans la poursuite du grand dessein. Au début de la Première Guerre mondiale, il accomplit sa fonction par la suite. À son début, l'objectif principal était d'obtenir le contrôle du gouvernement britannique. La lutte pour accomplir cela dura 2 ans et aboutit à la victoire pour les intrigants, dont les activités étaient inconnues du public. Cette bataille, menée dans le labyrinthe de la politique internationale, fut la bataille décisive de la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire, comme aucune décision n'est jamais finale et peut toujours être modifiée par une décision ultérieure, qu'elle produisit les effets les plus importants et les plus durables par la suite. Au cours du XX siècle, ces effets continuèrent à dominer les événements entre les deux guerres et pendant la Seconde Guerre mondiale, et en 1956, on peut les voir comme constituant la cause la plus probable de n'importe quelle troisième guerre universelle. Aucun fracas d'armes pendant la guerre de 1914 à 1918 ne produisit un effet sur l'avenir comparable à celui provoqué par la capture du gouvernement britannique en 1916. Ce processus fut dissimulé aux foules impliquées. Du début à la fin, les Britanniques crurent simplement qu'il avait affaire à un impétueux chef militaire teuton, et les Américains, que le penchant des peuples européens pour la querelle était la cause première de cette crise. En Angleterre en 1914, la situation provoquée en Amérique par la captivité secrète du président Wilson n'avait pas cours. Les postes politiques et militaires importants étaient détenus par des hommes qui soumettaient au test chaque proposition de conduite politique et militaire de la guerre. Pourrait-elle les aider à gagner la guerre et était-ce dans l'intérêt de leur pays? Par ce test, le sionisme échoua. L'histoire des 2 premières années de la guerre de 4 ans est celle de la lutte en coulisses pour déloger ces hommes obstructionnistes et les supplanter par d'autres hommes dociles. Avant 1914, la conspiration n'avait pénétré que les antichambres, excepté pour la démarche fatale du gouvernement Balfour en 1903. Après 1914, un cercle croissant d'hommes importants s'associa à l'entreprise de diversion, le sionisme. Aujourd'hui, les considérations pratiques, la popularité ou l'hostilité publique, les votes, le soutien financier et le pouvoir, qui influencent les politiciens à cet égard sont bien connus, parce qu'elles ont été révélées par de nombreuses publications authentiques. À cette époque-là, il aurait fallu qu'un politicien anglais soit exceptionnellement intelligent ou prévoyant pour voir dans les sionistes les détenteurs des clés de l'avancement politique. Par conséquent, le motif balfouréen d'engouement romantique a pu les inciter. Les annales sur cette période sont peu claires, et n'expliquent pas l'inexplicable. De plus, les Anglais ont toujours eu tendance à donner à leurs actions l'apparence d'un but moral élevé, et à se persuader de croire en ce dernier. Cela amena Macaulay à faire remarquer, on ne connaît pas spectacle plus ridicule que celui du public britannique dans un de ses accès périodiques de moralité.
Il est alors probable que certains des hommes qui se joignirent à cette intrigue, c'en était une, indubitablement, pensèrent qu'il agissait bien. Ce processus d'aveuglement est montré par la déclaration, découverte par moi, qui identifie clairement un groupe de pro-sionistes dans les hautes sphères anglaises de l'époque, et qui suggère une motivation du même genre que celui dont Lord Macaulay fit la satire. Cette déclaration vient d'un certain monsieur Olivier Locquet-Lançon, un député conservateur du début de ce siècle. Il ne joua aucun grand rôle et ne se distingua, si tant est, que par son soutien postérieur fanatique au sionisme au sein et en dehors du Parlement, mais c'était un ami proche des dirigeants qui mirent le sionisme sur le dos du peuple britannique. En 1952, il écrivait dans un hebdomadaire londonien. Winston, Lloyd George, Balfour et moi avons été élevés comme de vigoureux protestants, qui croient en l'arrivée d'un nouveau sauveur quand la Palestine sera restituée aux Juifs. C'est l'idée messianique des millénaristes de Cromwell, imposée au XXe siècle. Seuls les hommes cités pourraient dire si cette déclaration est vraie, et seul l'un d'entre eux est encore en vie. Si c'est cela la véritable base du protestantisme, qu'il soit vigoureux ou autre, les lecteurs peuvent en juger par eux-mêmes. Nul n'oserait prétendre que c'est une base saine pour la conduite de la politique nationale ou des opérations militaires en temps de guerre. De même, bien sûr, elle exprime la même idée impie qui mena le prophète Monk et tous les hommes dans son genre, celle que Dieu a oublié son devoir et, ayant manqué à ses engagements, il doit le faire faire par d'autres à sa place. Quoi qu'il en soit, un groupe s'était formé, et nous pourrions tout aussi bien le désigner par le nom que cet homme lui donna, les protestants vigoureux. La Première Guerre mondiale commença, avec ces protestants vigoureux ambitionnant d'accéder au pouvoir, afin qu'ils puissent détourner les opérations militaires en Europe en faveur de la cause qui avait pour but de procurer la Palestine aux sionistes. Le docteur Weizmann, qui n'avait pas chômé depuis la dernière fois que nous l'avions vu, enfermé avec M. Balfour à Manchester, en 1906, passa immédiatement à l'action. Il est temps maintenant, les considérations politiques seront favorables, écrivait-il en octobre 1914. Il alla voir M. C.P. Scott, éditeur du Manchester Guardian, journal qui se passionnait beaucoup, à l'époque comme aujourd'hui, pour toute cause non nationale. Monsieur Scott fut enchanté d'apprendre que son visiteur était un juif qui détestait la Russie. La Russie, alliée de l'Angleterre, était à ce moment-là en train de sauver les armées anglaises et françaises à l'ouest, en attaquant par l'est, et l'emmena immédiatement prendre le petit déjeuner avec Monsieur Lloyd George, alors ministre des Finances. M. Lloyd George, que le docteur Weizmann trouva extraordinairement désinvolte, concernant la guerre en Europe, fut chaleureux et encourageant à propos du sionisme, et proposa une autre réunion avec M. Balfour. Elle eut lieu le 14 décembre 1914. M. Balfour, se rappelant la conversation de 1906, demanda, tout à fait nonchalamment, s'il pouvait aider le docteur Weizmann de façon pratique, recevant la réponse, pas tant que les armes grondant, quand la situation militaire deviendra plus claire, je reviendrai. Madame Dugdale, dont le docteur Weizmann corrobore le récit, je n'ai pas donné suite à cette ouverture, le temps et le lieu n'étaient pas propices. Ce fut au cours de cette rencontre que M. Balfour dit d'une façon gratuite que, quand les armes se seront tues, vous pourrez obtenir votre Jérusalem. Le docteur Weizmann ne se saisit pas évidemment de l'offre, tout à fait nonchalante, de M. Balfour pour une bonne raison. Le quartier général sioniste, à ce moment-là, était à Berlin, et les collègues du docteur Weizmann y étaient convaincus que l'Allemagne gagnerait la guerre. Avant de jouer carte sur table, ils voulaient en être sûrs. Quand, plus tard, ils se résolurent à miser sur la carte alliée, les armes grondaient toujours. La pensée du carnage en Europe ne dissuada pas le docteur Weizmann de donner une suite à l'ouverture. Comme il le dit franchement à M. Balfour, et M. Balfour ne comprit certainement pas ce que son visiteur avait exactement à l'esprit, le moment n'était pas propice, et le docteur Weizmann avait l'intention d'attendre que la situation militaire devienne plus claire.
De façon significative, il semble que certains des hommes concernés par ces entrevues inconnues du public cherchèrent à dissimuler leur rendez-vous. À l'époque, le destin de l'Angleterre était censé être leur seule préoccupation. J'en ai déjà donné un exemple apparent, la confusion à propos de la date de la seconde rencontre de M. Balfour avec le Dr Weizmann, celle qui vient d'être décrite. M. Lloyd George écrivit de même que sa première rencontre avec le Dr Weizmann eut lieu en 1917, quand il était Premier ministre, et la qualifia de « fortuite ». Le Dr Weizmann corrigea cela dédaigneusement. En réalité, le plaidoyer de M. Lloyd George en faveur de la patrie juive précéda de loin son accession à la fonction de Premier ministre, et nous nous rencontrâmes plusieurs fois entre-temps. Une troisième rencontre avec M. Balfour suivit, une grande conversation qui dura plusieurs heures, et se passa extraordinairement bien. Le Dr Weizmann, encore une fois, exprima sa haine de la Russie, l'allié en difficulté de l'Angleterre. M. Balfour se demandait modérément comment un ami de l'Angleterre pouvait être aussi anti-russe quand la Russie faisait tant pour aider l'Angleterre à gagner la guerre. Comme à l'occasion précédente, quand il fit allusion aux convictions antisionistes des Juifs britanniques, il semble qu'il n'eut aucune véritable intention de protester, et conclut « C'est une grande cause, celle à laquelle vous verrez, vous devez revenir à maintes reprises. » M. Lloyd George avertit aussi le Dr Weizmann. Il y aurait sans aucun doute une forte opposition venant de certains milieux juifs, et le Dr Weizmann fit sa réponse de réserve, comme quoi en fait, les juifs riches et puissants étaient pour la plupart contre nous. Étrangement, cette insinuation sembla impressionner énormément les protestants vigoureux, qui étaient surtout des hommes riches et puissants, et ils devinrent bientôt aussi hostiles envers leurs compatriotes, les Juifs d'Angleterre, que celui qui les importunait, le Dr Weizmann de Russie. L'opposition au sionisme se développa à partir d'une autre source. Aux postes les plus haut placés, se tenaient encore des hommes qui ne pensaient qu'au devoir national et à la victoire. Ils ne pardonneraient pas la haine d'un allié militaire ni ne soutiendraient des points de détail dispendieux en Palestine. Ces hommes étaient M. Herbert Asquith, Premier ministre, Lord Kitchener, secrétaire à la guerre, Sir Douglas Haig, qui devint le commandant en chef en France, et Sir William Robertson, chef d'état-major en France, plus tard chef de l'état-major impérial. M. Asquith était le dernier leader libéral en Angleterre qui cherchait à donner au libéralisme une signification concordante avec l'intérêt national et la croyance religieuse, par opposition à la signification que l'on avait donnée à ce terme dans les 4 dernières décennies, celle que lui avaient attribuée les protocoles. Lorsque nous eûmes injecté le poison du libéralisme dans l'organisation de l'État, sa complexion politique changea, les États furent infectés d'une maladie mortelle. La décomposition du sang. Avec son renversement postérieur, le libéralisme, au sens premier, mourut en Angleterre, et en fait, le parti lui-même tomba dans le déclin et s'effondra, ne laissant qu'un nom utilisé principalement comme couverture, par le communisme et sa légion de rêveurs utopiques. M. Asquith découvrit l'intrigue qui se tramait quand il reçut une proposition pour un État juif en Palestine, de la part d'un ministre juif, M. Herbert Samuel, qui avait été présent au petit déjeuner de Weizmann et Lloyd George en décembre 1914, ces deux-là en furent informés à l'avance. M. Asquith écrivit. La proposition de Samuel en faveur de l'annexion britannique de la Palestine, un pays de la taille du pays de Galles, essentiellement de montagnes stériles et partiellement arides, il pense que nous pourrions planter dans ce territoire pas très prometteur environ 3 ou 4 millions de Juifs. Je ne suis guère attiré par cette proposition de supplément à nos responsabilités. Le seul autre partisan de cette proposition est Lloyd George, et je n'ai pas besoin de dire qu'il se contrefiche des Juifs ou de leur rôle dans l'avenir. M. Asquith, qui a correctement résumé M. Lloyd George, resta du même avis jusqu'à la fin. 10 ans plus tard, alors qu'il n'était plus en fonction depuis longtemps, il visita la Palestine et écrivit « Parler de transformer la Palestine en un foyer national juif me semble aussi fantastique que cela l'a toujours été. » En 1915,
par sa réponse défavorable et son retrait du gouvernement, il devint l'objet de l'intrigue. Tant qu'il le pouvait, il maintint son pays hors de l'aventure palestinienne, il accepta l'opinion des leaders militaires que la guerre ne pouvait être gagnée, si elle pouvait l'être, que sur le principal champ de bataille, en Europe. Lord Kitchener, qui était de cet avis, avait une autorité immense et une popularité publique. L'objectif militaire primordial, qu'il visait à cette étape, était de garder la Russie dans la guerre. Les sionistes voulaient la destruction de la Russie, et en informèrent les protestants vigoureux. Lord Kitchener fut envoyé en Russie par M. Esquisse en juin 1916. Le croiseur Hampshire, et Lord Kitchener à son bord, disparurent. Les bonnes autorités s'entendent que c'était un homme qui aurait pu soutenir la Russie. Un obstacle formidable, tant à la révolution mondiale là-bas qu'à l'entreprise sioniste, disparut. Le sionisme ne pourrait probablement pas avoir été imposé à l'Occident, s'il avait vécu. Je me rappelle que les soldats sur le front occidental, quand ils entendirent la nouvelle, sentirent qu'il avait perdu une bataille majeure. Leur intuition était plus vraie qu'ils ne le savaient. Après cela, seul Esquisse, Robertson, Reig et les Juifs d'Angleterre se tenaient entre le sionisme et son but. Le cercle d'intrigue s'élargit. Le Times et le Sunday Times rejoignirent le Manchester Guardian dans son enthousiasme pour le sionisme, et à l'intérieur ou autour du cabinet, de nouveaux hommes s'ajoutèrent à Balfour et Lloyd George. Lord Milne, sur le point de les rejoindre, annonça que, si les Arabes pensent que la Palestine deviendra un pays arabe, ils se trompent lourdement. À ce moment-là, le colonel Lawrence incitait les Arabes à se révolter contre un ennemi des Alliés, les Turcs. Monsieur Philip Kerr, qui devint Lord Lothian par la suite, à cette époque secrétaire de Monsieur Lloyd George, décida que une Palestine juive, devait résulter du châtiment, du chien enragé de Berlin, tel que le Kaiser était dépeint, à la foule. Sir Mark Sykes, secrétaire en chef du cabinet de guerre, était, une de nos plus grandes trouvailles, Dr Weizmann, et élargit l'idée à, la libération des Juifs, des Arabes et des Arméniens. Au moyen de telles fausses suggestions, la multitude est à tout moment persuadée. Les Arabes et les Arméniens étaient là où ils avaient toujours été, et n'aspiraient pas à être déplacés ailleurs. Les Juifs en Europe étaient aussi libres ou non libres que les autres hommes. Les Juifs de Palestine avaient montré leur impatience d'aller en Ouganda. Les Juifs d'Europe et d'Amérique voulaient rester là où ils étaient, et seuls les Khazars judaïsés de Russie, sous leur directeur talmudique, voulaient posséder la Palestine. L'invention de cette formule de Sir Mark était une infortune de plus pour la postérité, car cela impliquait que l'aventure palestinienne n'était qu'une aventure parmi d'autres, toutes apparentées. À la différence des autres protestants vigoureux, c'était un expert dans les affaires du Moyen-Orient, et il aurait pu réfléchir un peu plus. Une autre recrue, Lord Robert Cecil, utilisa aussi cette formule trompeuse, l'Arabie pour les Arabes, la Judée pour les Juifs, l'Arménie pour les Arméniens. La libération arménienne fut tout à fait perdue de vue dans les événements postérieurs, et argument aussi est curieux, car la diplomatie est innée chez les Cécile. Le sionisme avait le pouvoir étrange de produire des aberrations chez les hommes sages. Monsieur Balfour, un demi-Cécile, eut une sagesse sicilienne sur d'autres questions. Il présenta un document sur la réorganisation de l'Europe après la guerre qui est considéré aujourd'hui comme un modèle de diplomatie prudente, tandis que sur la question du sionisme, il était comme un drogué. Le cas de Lord Cecil est tout aussi inexplicable. Je me rappelle une conférence qu'il donna à Berlin, dans les années 1930, sur la Société des Nations. Grand, voûté, au visage de faucon, héréditairement doué, il émit des avertissements sur l'avenir, comme du haut d'une montagne de révélation, et invoqua de manière sépulcrale les prophètes hébreux. En tant que jeune journaliste, je fus très impressionné sans comprendre ce qu'il voulait dire. Aujourd'hui, alors que j'en sais un peu plus, c'est toujours mystérieux pour moi. Si Jérémie, par exemple, était quoi que ce soit, c'était bien anti-sioniste. Pourtant, le Dr Weizmann dit spécifiquement de Lord Robert, pour lui, le rétablissement d'une patrie juive en Palestine et l'organisation du monde en une grande fédération étaient les caractéristiques complémentaires de l'étape suivante dans la gestion des affaires humaines.
En tant que l'un des fondateurs de la Société des Nations, il considérait la patrie juive comme étant d'importance égale à la société elle-même. Ici, le grand secret est révélé, mais Lord Robert le discernait-il. La conquête de la Palestine pour les sionistes de Russie n'était pas que l'étape suivante dans la gestion des affaires humaines, le dicton de Lord Acton à propos du dessein et des administrateurs revient à l'esprit. La Fédération mondiale est dépeinte comme une partie concomitante du même plan. La théorie de base de cette ligue, sous ses diverses formes, s'est avérée être que les nations devaient abandonner leur souveraineté, pour que la nationalité séparée disparaisse. Cela, bien sûr, est aussi le principe de base des protocoles. Mais si les nations doivent disparaître, pourquoi le processus de leur destruction commence-t-il par la création d'une nouvelle nation, si ce n'est pour qu'elle soit l'autorité suprême dans la gestion des affaires humaines? Cette conception d'une nation suprême s'étend de la même façon sur tout l'Ancien Testament, le Talmud, les protocoles et le sionisme littéral. Ainsi l'adhésion de Lord Robert au sionisme devient-il incompréhensible, car sa sagesse héritée le rendait totalement conscient des périls du despotisme mondial, et à cette même période, il écrivit à M. Howes en Amérique que nous devrions faire un effort réel pour établir un dispositif de paix quand cette guerre sera finie, je n'en ai aucun doute. Un danger me semble être de viser à trop de choses. Rien n'a fait plus de mal à la cause de la paix que l'échec des efforts dans ce sens après Waterloo. De nos jours, on oublie généralement que la Sainte Alliance commença à l'origine en tant que ligue pour imposer la paix. Malheureusement, elle a permis que ces énergies soient détournées d'une façon telle qu'elle est vraiment devenue une ligue pour soutenir la tyrannie, avec la conséquence qu'elle fut généralement discréditée, en plus de faire un mal infini par d'autres façons. L'exemple montre à quel point les plans les mieux intentionnés peuvent facilement mal tourner. La citation montre que Lord Cecil devait être conscient du danger de détournement des énergies, elle montre aussi qu'il avait mal compris la nature du sionisme, si l'opinion que lui attribua le Dr Weizmann est correcte. Quand il écrivait ces mots, une nouvelle ligue pour imposer la paix était en train d'être organisée en Amérique par le propre beau-frère de M. Howes, le Dr Mises. Elle fut le précurseur des diverses actions de lancement d'un gouvernement mondial qui ont suivi, dans lesquelles l'intention de groupes puissants de fonder une ligue pour soutenir la tyrannie dans le monde a été clairement révélée. Ainsi, alors que la seconde année de la Première Guerre mondiale finissait, les protestants vigoureux, qui regardaient vers la Palestine et non vers l'Europe, étaient une bande importante de compagnons décortiquant le noyau russo-sioniste. Messieurs Léopold Emery, Orms Bigorre et Ronald Graham rejoignirent les amis nommés plus haut. Le sionisme avait son pied dans chaque département du gouvernement, sauf le ministère de la guerre. Quelle que soit la nature originale de leur enthousiasme pour le sionisme, les récompenses matérielles, à ce stade, séduisaient indéniablement. L'intrigue était destinée à déloger des hommes de leurs fonctions et à prendre leur place. Le premier ministre qui faisait obstruction, M. Esquisse, fut écarté à la fin de 1916. Les pages d'hier révèlent maintenant la manière dont cela fut réalisé et le passage du temps permet de juger des résultats. Le motif donné au public fut que M. Esquisse était inefficace à poursuivre la guerre. La sincérité de l'affirmation peut être testée par ce qui suivit. Le premier acte de ses successeurs fut de détourner des forces vers la Palestine, et suite à cela, M. Lloyd George perdit presque entièrement la guerre. Le 25 novembre 1916, M. Lloyd George recommanda que son chef se retire de la présidence du Conseil de guerre, en faveur de M. Lloyd George. Normalement, une telle demande aurait été suicidaire, mais c'était un gouvernement de coalition, et le libéral M. Lloyd George fut soutenu dans sa demande par les leaders conservateurs, M. Bannerlaw et Sir Edward Carson, si bien que cela était un ultimatum. Ces deux-là avaient probablement une foi honnête dans les aptitudes supérieures de M. Lloyd George, ils ne peuvent être soupçonnés d'une duplicité Tory diminutif de « conservateur » NDT suffisamment profonde pour prévoir qu'il finirait par détruire le Parti libéral. M. Lloyd George exigea aussi que l'incompétent et conservateur, M. Balfour soit évincé du titre de Premier Lord de l'Amirauté.
Le Premier ministre libéral refusa avec indignation d'abandonner le conseil de guerre ou de licencier M. Balfour, le 4 décembre. Il reçut alors la démission de M. Balfour, sur quoi il envoya immédiatement à M. Balfour une copie de sa propre lettre refusant de licencier M. Balfour. Là-dessus, M. Balfour, bien que bloqué chez lui par un gros rhume, trouva la force d'envoyer une autre lettre dans laquelle il insistait pour démissionner, comme M. Lloyd George l'avait exigé, et M. Lloyd George démissionna également. M. Esquith restait seul. Le 6 décembre, M. Balfour, qui avait démissionné sur l'ordre de M. Lloyd George, se sentit suffisamment bien pour recevoir M. Lloyd George. Cet après-midi-là, les leaders de parti se rencontrèrent et annoncèrent qu'ils serviraient volontiers sous M. Balfour. M. Balfour déclina, mais offrit volontiers de servir sous M. Lloyd George. M. Lloyd George devint alors Premier ministre et nomma l'incompétent M. Balfour secrétaire des Affaires étrangères. Ainsi, les deux hommes qui s'étaient engagés en secret à soutenir le sionisme accédèrent aux fonctions politiques les plus hautes, et à partir de ce moment-là, les énergies du gouvernement britannique furent dirigées sur l'obtention de la Palestine pour les sionistes, au-dessus de tous les autres buts. En 1952, je lis une lettre dans le journal juif Commentary, de New York, annonçant que les Juifs du nord du pays de Galles avaient joué par leur vote un rôle décisif dans l'accomplissement de l'élection de M. Lloyd George. J'ai aussi été informé de façon crédible que dans sa pratique de procureur, il reçut de nombreuses affaires sionistes, mais je ne peux le garantir. Dans son cas, l'explication de motivation vénale ne peut être écartée. Selon moi, l'inexactitude de ses déclarations concernant ses relations avec le sionisme, que le Dr Weizmann corrige par 2 fois, suggère cela. Ainsi, les personnages centraux se regroupèrent sur la scène. M. Lloyd George, petit avocat élégant en jaquette au milieu de ses collègues plus grands, dont beaucoup portaient encore la vieille redingote, ressemblait à un moineau au milieu de corbeaux. À côté de lui, se trouvait M. Balfour, grand, mou, toujours prêt à répondre de façon cynique, d'un air las, à une question honnête, donnée au cours d'un petit tennis léger, je l'imagine là, flânant rêveusement le long de St. James's Park jusqu'à la Chambre. Entourant ces deux hommes, le chure grec des membres du Conseil des ministres, des sous-secrétaires d'État et de hauts fonctionnaires qui avaient découvert leur protestantisme vigoureux. Il se peut que certains de ses compagnons de voyage de Sion aient été vraiment trompés et n'aient pas compris dans quelle galère ils s'engageaient. M. Lloyd George était le premier personnage majeur d'une longue série d'autres personnages qui savaient prendre le train en marche quand ils en voyaient un, par eux, ces innocents mots, politiciens du XXe siècle, acquirent une signification sinistre, et le siècle leur doit beaucoup ces épreuves. Quant à la diversion de la force militaire britannique vers un but étranger, un vaillant résistant restait seul après la mort de Lord Kitchener et la destitution de M. Esquith. La silhouette robuste de Sir William Robertson faisait face au groupe entourant M. Lloyd George. S'il l'avait rejoint, il aurait pu avoir des titres, des réceptions, des libertés, des ordres, des loges dorées, et des rubans descendant jusqu'à la ceinture, il aurait pu avoir des fortunes pour « les droits » de tout ce qu'il, ou n'importe quel nègre à sa place, écrivait, il aurait pu avoir des boulevards à son nom et défiler dans des villes qu'il aurait acclamées en Europe et en Amérique, il aurait pu faire se lever pour lui le Congrès et la Chambre des communes, et entrer dans Jérusalem sur un cheval blanc. Il ne reçut même pas de pairie, ce qui est rare parmi les maréchaux britanniques. Il était le seul homme à avoir jamais accédé à ce rang supérieur depuis le rang de soldat. Dans l'Angleterre de la petite armée professionnelle, c'était un grand accomplissement. Il était simple, honnête, lourd, taillé à coups de serpe, il était du peuple et ressemblait à un beau sergent-major. Son seul soutien, dans sa lutte, se trouvait chez le commandant des armées en France, Sir Douglas Haig, qui était de la caste des officiers de cavalerie, beau et à l'allure militaire, l'idéal, pour le soldat, de ce qu'un officier devrait être.
Robertson, le vieux soldat bourru, dut, à contre-cure, assister à plusieurs fêtes caritatives dont s'occupent les dames de la société en temps de guerre, et à l'une d'elles, vit Lady Constance Stewart Richardson, qui se sentit poussée à interpréter des danses dans les étoffes et à la manière d'Isadora Duncan. Un général, remarquant l'impatience de Robertson, dit « Il faut reconnaître qu'elle a de très belles jambes. » Bof, comme n'importe quelles autres foutues jambes, grogna Robertson. C'est à ce dernier qu'incomba la tâche de contrecarrer la diversion des armées britanniques vers la Palestine, s'il le pouvait. Il considéra toutes les propositions exclusivement du point de vue de leur influence militaire sur la guerre et la victoire. Si elles aidaient à gagner la guerre, la motivation lui était indifférente, sinon, il s'y opposait, sans égard pour aucune autre considération. Sur cette base, il décida que la proposition sioniste concernait un point de détail dangereux qui ne pouvait que retarder et compromettre la victoire. Il ne discuta jamais, et ne soupçonna même peut-être jamais, une quelconque implication politique, cela était pour lui hors de propos. Il avait dit à M. Esquisse, en 1915, manifestement, la méthode la plus efficace, pour vaincre les puissances centrales, est de vaincre de façon décisive les principales armées allemandes, qui sont toujours sur le front occidental. Il mit donc instamment en garde contre les campagnes auxiliaires sur des théâtres mineurs et l'affaiblissement des forces en France. La pierre de touche par laquelle tous les plans et propositions doivent être testés est leur rapport avec l'objet de la guerre. Les peuples engagés dans la guerre sont chanceux si leurs leaders raisonnent de cette façon, et malheureux s'ils dévient de ce raisonnement. Par cette logique concluante, l'entreprise palestinienne, une entreprise politique, était hors sujet. Quand M. Lloyd George devint Premier ministre, il concentra immédiatement tous ses efforts sur le détournement des forces militaires vers une campagne majeure en Palestine. Quand j'ai formé mon gouvernement, j'ai immédiatement soulevé au ministère de la Guerre la question d'une nouvelle campagne en Palestine. Sir William Robertson, qui tenait beaucoup à prévenir le danger d'envoyer des troupes depuis la France jusqu'en Palestine, s'y est fortement opposé et a pour l'instant marqué le point. Sir William Robertson corrobore, jusqu'en décembre 1916, quand M. Lloyd George devint Premier ministre, les opérations au-delà du canal de Suez avaient été pour l'essentiel défensives en principe, le gouvernement, de même que l'état-major, reconnaissant l'importance primordiale de la lutte en Europe et le besoin d'apporter le plus grand soutien aux armées là-bas. Cette unanimité entre ministres et soldats n'eut plus cours après le changement de gouvernement. La différence fondamentale d'opinion était particulièrement importune dans le cas de la Palestine. Le nouveau cabinet de guerre existait depuis seulement quelques jours quand il ordonna à l'état-major d'examiner la possibilité d'étendre les opérations en Palestine. L'état-major porta les exigences à 3 divisions additionnelles, et celles-ci ne pouvaient être obtenues que des armées sur le front occidental. L'état-major dit que le projet s'avérerait être une grande source d'embarras et compromettrait nos perspectives de succès en France. Ces conclusions furent décevantes pour les ministres, qui voulaient voir la Palestine occupée immédiatement, mais elles ne pouvaient pas être réfutées. En février, le cabinet de guerre s'adressa de nouveau au chef d'état-major, demandant quel progrès était fait dans la préparation d'une campagne d'automne en Palestine. Ces passages montrent comment le cours de la politique nationale et des opérations militaires en cas de guerre peut être dévié par la pression politique dans les coulisses. Dans ce cas, la question de la bataille entre politiciens et militaires affecte les vies des nations à l'heure actuelle, les années 1950. Lloyd George se renforça alors par une manœuvre qui, une fois encore, montre la longue réflexion qui dut être consacrée à la préparation de cette entreprise et au préalable, à la sélection prudente d'administrateurs, pour la soutenir. Il proposa que le cabinet de guerre, faire entrer les Dominions au sein du Conseil, dans une mesure beaucoup plus large que jusqu'alors, dans la poursuite de la guerre. Présentée de cette façon, l'idée séduisait beaucoup les populations en Angleterre. Des combattants du Canada, d'Australie, de Nouvelle-Zélande et d'Afrique du Sud faisaient campagne coude à coude avec leurs propres fils.
La réponse immédiate des pays d'outre-mer au danger du « vieux pays » avait touché le cœur des Britanniques de souche, et ils étaient très heureux que leurs leaders de ces pays se joignent plus étroitement à leurs propres leaders dans la « poursuite de la guerre ».